Tous bienvenue donc sur l'entrepreneur Lifestyle, Thierry Henry, épisode 92. Aujourd'hui donc on a un invité donc, que tu connais si tu as suivi le dernier épisode. Si tu ne l'as pas suivi, patiente un petit peu. Donc c'est vraiment un expert de l'immobilier en général, mais aussi de l'économie et de la finance, parce qu'il a commencé par la bourse et la finance. Il va nous parler donc d'immobilier en général, il ne va pas parler d'une niche comme on a déjà fait sur les 2 épisodes avant. Et puis donc on va pouvoir donc débattre sur ce qui se fait maintenant, ce qui s'est fait avant et ce qui va se faire dans les prochains mois et les prochaines années. Je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Masterclass Mindset. Je te propose donc de venir donc me rejoindre donc dans un masterclass gratuit, donc mais limité en nombre de participants. Il s'agit d'une conférence en ligne gratuite et accessible depuis Internet. Comment programmer ton cerveau en moins de 5 minutes pour accomplir ce que tu veux vraiment dans la vie. Et tout ça avec des conseils très efficaces. Tu vas découvrir 3 secrets simples à utiliser qui vont transformer ta vie. Secret numéro 1, pourquoi ce que tu essayes aujourd'hui sont des techniques du passé et comment vraiment produire des résultats. Secret numéro 2, comment découvrir ton vrai pourquoi pour passer à l'action, avoir confiance en toi et être motivé, et cela à tout moment. Secret numéro 3, comment avancer peu importe l'entourage que tu as et tout simplement te programmer à réussir. Donc rejoins-nous dans ce masterclass gratuit en allant sur le lien suivant, donc thierry-du6henry.fr/EPR. Donc thierry-du6henry.fr/EPR. Donc aujourd'hui on reçoit l'expert de l'immobilier en France, c'est Olivier Seban, qui va donc nous parler donc de son parcours un petit peu parce qu'on le connaît, donc de ce qui va peut-être se passer. Est-ce que donc il va y avoir des changements à cause de la crise du Covid-19 et tout ça. Un peu donc des nouvelles façons d'investir comme j'en ai parlé sur les 2 épisodes précédents. Donc voilà. Donc n'hésite pas à partager cet épisode, à commenter, à me poser des questions, à t'inscrire sur SoundCloud, iTunes, Spotify, toutes les bonnes plateformes. Et aussi donc à commenter si tu écoutes l'épisode donc sur YouTube. Donc moi je te dis à tout de suite avec Olivier Seban. Salut Olivier, comment tu vas ? Salut, ça va, merci. Très bien. Donc on va parler donc d'immobilier bien sûr. On pourrait parler de bourse et d'autres sujets parce que tu es assez ouvert et même il me semble bien que dans le livre que j'avais lu, donc Tout le monde mérite d'être riche, il est là. Ouais, Tu disais bien que tu avais commencé par la bourse il y a un certain nombre d'années. Voilà. exactement. Et donc l'immobilier. Donc toi, actuellement, donc, tu sais qu'on est en crise sanitaire, donc je pense que, bon, comme tout le monde. Je crois que j'ai entendu parler. Ouais. Voilà. Donc je vais te laisser te présenter, puis après on va parler un peu de la crise. Même si techniquement, moi je le dis, je l'ai dit la semaine dernière, on n'est pas en crise immobilière parce qu'actuellement les prix n'ont pas baissé. Mais je pense qu'il va y avoir un décalage, comme toujours. Et puis, on va parler un peu de plein de questions, parce que voilà, tu as un domaine assez large de connaissances. On va parler donc de plein de choses. Et puis, voilà, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Des petits gens. Je m'appelle Olivier Seban. Moi, je suis investisseur sur la partie immobilière quand même depuis 88. Donc, ça fait quand même un bon moment. Ça fait plus de 30 ans. J'ai une centaine de transactions à mon actif. J'ai été marchand de biens. Donc, je suis un ancien marchand de biens. Je suis un ancien professionnel. Et ce que je mets en avant, c'est que les professionnels en savent beaucoup plus que les particuliers. Et le nombre de transactions que je peux encore faire, moi, par an, ça va être le nombre de transactions que certaines personnes vont faire en seulement pendant leur vie, quoi. Mais ce n'est pas du tout un reproche, c'est juste un constat. C'est pour dire, allez, pour marquer, j'espère, ma légitimité. Et j'espère, je crois, connaître mon sujet. Donc, c'est pas prétentieux, c'est vraiment pour me présenter et puis fixer un peu les choses. En parlant de ça, donc, on en parlera à la fin, parce qu'on en a parlé un peu en off, mais par rapport aux nouvelles techniques d'immobilier, est-ce que tu les fais? Donc, on en parlera peut-être un peu à la fin. Là, donc, je vais plutôt rentrer parce que j'ai voulu faire un mois de l'immobilier sur mon podcast parce que je pense que c'est une période qui est intéressante. Que souvent les gens se plaignent, se disent ah, si j'avais été en 2008 ou en 2020, c'était mieux, j'aurais dû investir à cette époque-là, comme si c'est trop tard. D'abord, il n'est jamais trop tard. Il y a des opportunités, il y en a toujours. Mais ce qui est rare actuellement, c'est que c'est quand même une crise sanitaire qui va se transformer en grosse crise économique et financière, et immobilière, c'est ce que je pense moi. Après, c'est mon avis. Parce que automatiquement, il va y avoir des boîtes. Actuellement, on est en crise, mais il n'y a aucune boîte qui est tombée. Donc, quand il y en a une qui va tomber, tout va péricliter. Enfin, il y a plein de choses qui vont arriver. Je pense à plutôt de septembre. Mais ça, tu as une meilleure boule que moi. Tu vas mieux donner l'estimation. Est-ce que tu penses? Donc, comment tu sens le marché? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les gens peuvent investir? Enfin, voilà. Dis-moi un peu comment tu sens le marché. Il y a jamais, il y a bien sûr des moments qui sont meilleurs que d'autres, mais il y a jamais de mauvais moments. Et après, ça va dépendre de la finalité. C'est pourquoi
on veut acheter de l'immobilier. Je ne vais pas prendre le mot investir, mais je vais dire pourquoi acheter de l'immobilier. Donc, la finalité, c'est quoi? C'est de dire, OK, je veux ma résidence principale ou je veux gagner de l'argent. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc, Là, on est plus sur sur mon podcast, bien sûr, sur la clientèle qui veut gagner de l'argent et qui veut prendre son indépendance financière. OK, bon. Alors déjà, une aparté sur l'indépendance financière, moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, Je vais te le dire, ce que j'aime bien préciser. En plus, des fois, et c'est marrant parce que des fois, sur les réseaux sociaux, tu parles de ça. Tu demandes souvent est-ce que les gens veulent avoir 3 000 euros à vie ou 1 million. Ben, moi, je vais te le dire différemment. Selon où on est, c'est vrai que l'indépendance financière n'a rien à voir parce qu'il y en a qui sont à Paris, d'autres qui sont au fin fond d'une ville où, avec 2 000 euros, on est heureux. Donc, ça dépend plus si on est minimaliste ou pas, parce qu'il y en a qui veulent la Ferrari. Là, je parle pour les gens normaux qui veulent avoir un revenu qui est régulier et qui veulent faire peut-être d'autres business, qui veulent avoir un peu de sécurité. Travailler, bien sûr, il faut travailler. Hein. On n'a rien sans rien, mais pouvoir partir demain à Bali comme on veut, si on n'est pas confiné, ou se payer un truc à ses parents parce qu'on a envie, sans gagner des millions. Ouais, bah, ça se résume un peu à une chose, c'est de combien on a besoin. C'est ça, tout à fait. Et, donc, il y en a qui auront besoin de plus ou parce qu'ils ont envie de paraître, parce que le paraître, ça coûte du fric. Et c'est juste pour être devant les gens, mais en fin de compte, ça n'a pas de sens. Ouais, oui, moi, l'exemple que j'aime bien utiliser, c'est tu roules dans une Ferrari, tu le fais surtout pour les autres parce que c'est les autres qui voient la Ferrari, toi, tu es dedans, tu la vois pas. Et en plus, tu la payes. Oui, mais tu la payes aussi. Bon, ok, bon, c'est comme ça, et ça dépend de ce qu'on est, de ce qu'on veut. Mais quand je dis la liberté financière, je ne sais pas ce que c'est. C'est un mot qui est mis à toutes les sauces. Mais alors, je vais dire un On truc. va te changer le terme alors, on va dire libre financièrement. Et moi, souvent, je dis aux gens, donc c'est cette règle des 4%. Après, il y en a qui sont pour ou contre, où tu prends une somme, tu dis, voilà, il faut que j'ai en capital 1 million d'euros, par exemple. Et je vais récupérer dessus 4% parce que malheureusement, il y a l'inflation, il y a plein de choses, il reste souvent du crédit. Et je vais prendre 4% tous les ans et je vais vivre tranquillement. Et pour certains, ça va être très bien, d'autres, ils vont dire, mais non, mais c'est pas assez. Enfin, voilà, c'est plus Oui, mais ça, encore une fois, c'est les besoins de chacun. Mais la liberté financière en tant que telle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Alors, il y a un côté provocateur de ma part, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. On ne sera, hélas, jamais libre à 100%. Tu vas être libre, oui. Il y en a qui vont gagner leur vie, qui vont être libres financièrement en bossant 10 heures par jour, et il y en a qui vont l'être en bossant seulement 1 heure par jour. Ah, Donc, tu as raison, je vais préciser alors. Alors, comme ça, on va vraiment la creuser, parce que tu veux que je creuse. C'est les personnes qui veulent ne pas être dépendant d'un 35 heures et d'un CDI, voilà. Qui veut créer son emploi ou sa liberté et qui veut ouais. pas être dépendant comme tout le monde, parce que quand on va à l'école pour apprendre à travailler, on doit sortir travailler comme tout le monde et en fin de compte, on se dit il faut attendre 40 ans. Voilà. Pourquoi attendre 40 ans quand tu peux le faire en 3, 4 ans ou 5 ans ou 10 ans? On est entièrement d'accord. La retraite, c'est toi qui vas la créer. Soit tu vas la créer avec ce que tu vas avoir lorsque tu auras 60, 65 ans, soit si tu es un peu plus ambitieux, qu'est-ce que tu vas faire pour la créer maintenant? En tout cas, le plus tôt possible. Mais bon, là, ça dépend des individus, de leurs croyances, de ce qu'ils pensent faire, ce qu'ils sont capables de faire. Ça, on rentre vraiment sur le côté psychologique. Mais la question de départ, c'était quoi? On parlait d'indépendance financière, j'ai rebondi là-dessus, et puis il y avait… En fin de compte, c'est par rapport à la situation actuelle, comme tu as dit, et c'est ce que je pensais, c'est qu'il n'y a pas vraiment de meilleur moment. Il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Il faut toujours, trouver les opportunités. Donc actuellement, il y avait une question qu'on te pose souvent, quelles sont les façons de gagner de l'argent avec l'immobilier? Voilà, c'est une question large. Puis après, je t'en poserai plein. Bon, Voilà. alors, je vais répondre avec un exemple. J'ai demandé à Manada, c'était il y a 2, 3 jours, parce qu'elle se pose des questions sur investir, pas investir. Je lui dis, mais c'est quoi ton objectif? Et elle me dit, mon objectif, c'est générer du revenu. Mais générer du revenu, aujourd'hui, avec l'immobilier, il y a plusieurs façons. Ok, tu achètes un bien. Si tu veux gagner le plus possible, tu achètes un bien, tu l'exploites en location courte durée, c'est ce qui ramène le plus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Et ça marche extraordinairement bien. Et je suis épaté et je peux en parler d'autant plus librement que personnellement, je n'en fais pas. Donc,
j'ai la flemme, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'amuse Ah ben, pas. je suis d'accord que tu parles de la flemme parce que j'allais te parler de ça. Parce que moi, j'aime bien reprendre la règle de Robert Kiyosaki du cash flow cadran. Là, on est indépendant, mais on est quand même, il faut quand même qu'on travaille, quoi. Enfin, qu'on travaille. Il faut, Oui, oui, voilà. Il y a un côté quand même où il faut, on n'est pas, c'est pas passif, même si passif, réellement, oui, c'est rare. oui. Mais là, on est quand même très actif. Oui, mais donc moi, j'ai perdu mon fil, je suis désolé. Euh, Oui, court durée, c'est très rentable. ouais, courte durée, Et toi, tu n'en fais pas. pour gagner de l'argent. J'ai fait de la location courte durée. En plus, on peut acheter des petits appartements. Je conseille quand même d'acheter des 2 pièces. Alors, Oui. même si j'en fais pas, c'est pas pour ça que j'ai pas une expertise sur le sujet. Mais Mais dans tous donc, les cas, pour revenir dans ton livre, tu le dis, c'est la même chose, qu'il vaut mieux avoir ce que le marché demande, les 2 pièces, 3 pièces. C'est ce que tu dis dans ton livre. ça, Donc voilà, c'est évident. c'est une base. Donc, tu peux acheter donc des 2 pièces et les mettre en location, en exploitation, en location courte durée. Tu auras énormément de rentabilité. Tu en auras beaucoup plus que si tu achètes un 4 pièces. Tu vas payer plus cher en valeur absolue. Je ne parle pas du prix au mètre carré, mais tu n'en tireras pas autant. Ou si tu peux en tirer autant au niveau de la location, la mise en location, mais automatiquement, pardon, tu auras moins de rendement que si tu achètes un 2 pièces, puisque tu vas le payer le même moins cher pour avoir le même loyer en face. Euh, ça marche extraordinairement bien. Et je lui dis aussi, il y a autre chose, moi, ce que dont je commence à faire la promotion, c'est l'immobilier nouvelle génération 2.0. Et l'immobilier 2.0, par exemple, c'est de dire, OK, faire de la sous-location. La sous-location, tu loues un appartement à quelqu'un et tu fais de la sous-location, donc tu le sous-loues. Donc tu loues, je ne sais pas, un 2 pièces, tu vas le louer 500 euros, je dis n'importe quoi, et tu le sous-loues en location courte durée, tu l'exploites en location courte durée, tu vas en sortir entre 1500 et 2000 euros par mois et tu vas encaisser la différence. Là, tu ne sors pas d'argent, tu ne payes pas de frais de notaire, tu ne demandes pas la permission à la banque. C'est c'est une des nouvelles stratégies qui sont à mettre en place. Et nous, on fonce beaucoup là-dedans en ce moment. Donc voilà, elle, son objectif, c'est de générer des revenus et utiliser l'immobilier. Bah, je lui dis, voilà ce que tu peux faire. C'est, D'accord. ça, c'est des nouvelles directions. Ça va faire vraiment. Il y a d'autres choses. Pour l'instant, je ne tiens pas trop à en parler parce que ça reste un peu secret au niveau de mes plans personnels et commerciaux. J'ai pas envie qu'on vienne de. Il y a beaucoup de monde, tous sont mes anciens élèves, comme tu l'as noté déjà précédemment. Euh, ils me, allez, ils s'inspirent beaucoup de ce que je fais. Bon, je ne vais pas trop les inspirer tout de suite. Ils verront d'abord ce que je fais. Donc, il faut patienter. Et donc, dans tout ce qui est ancienne technique, alors, bon, marchand de biens, je ne pense pas que c'est une bonne période actuellement. Euh, Non, pas du tout, c'est pas vrai. ouais. Non, Marchand non, de biens, les immeubles, les parkings, qu'est-ce que tu en penses? faut acheter, mais il faut savoir acheter. C'est toujours pareil. Les opportunités, elles existent, elles sont là tous les jours. Tous les jours, il y a des opportunités. Il faut les créer, savoir les détecter, les provoquer. Euh, voilà. Maintenant, Donc, ouais, donc, oui, donc pour toi, donc, ouais, toutes les opportunités sont bonnes. Après, c'est vraiment plutôt soit en tant que négociateur. il faut aller les chercher. Bien sûr, la négociation entre en jeu. Après, c'est qu'est-ce que tu achètes. Il y a des gens qui ne sont pas capables de repérer ou d'exploiter ou qui n'exploitent pas la valeur intrinsèque d'un bien. Euh, un truc très con, tu achètes un appartement, un studio de 35 mètres carrés et que tu peux le transformer en 2 pièces, et ben 2 pièces se louera toujours plus cher qu'un studio. Et tu as créé de la valeur aussi bien à la revente que de la valeur locative. Voilà, des fois, c'est des trucs aussi bêtes que ça. Donc, c'est toi, en fin de compte, les meilleures stratégies, en fin de compte, efficaces pour bien négocier. Pour négocier, la première, c'est de demander un meilleur prix. Oser demander, ouais. Parce que souvent, les gens n'osent pas, ouais. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la plupart des gens n'osent pas, ils n'osent pas négocier, ils ne savent pas négocier. Ils n'osent pas parce qu'ils ont un problème, ils ont peur qu'on leur dise non. Donc, euh, ils trouvent un appartement qui est affiché je vais prendre un exemple là, que j'ai en tête, qui était une petite maison qui était affichée à 156 000 euros.
La personne, on l'a coachée, elle voulait proposer 156 000, parce que la maison lui plaisait. Euh, Elle était prête à proposer le prix. On lui dit, mais non, il ne faut pas, quoi. C'est ridicule. Euh, euh, mais non, mais sinon, je vais la manquer, la maison. Et j'ai dit, il y a une demi-heure, tu ne la connaissais pas, la maison. Et puis, par rapport à ce que tu as dit au début, et moi, ce qu'on m'a toujours appris, parce que je viens de l'immobilier, c'est que Et des opportunités, il y en a toujours. tous les jours. Mais en dehors de ça, bon, la maison lui plaisait. OK. Mais j'ai dit, il faut tenter le coup. J'ai dit, tu proposes 140 000 balles. Oh là là, ça c'était. On a bouleversé son monde, là. Donc, elle a dit, OK, je vais faire et tout. Elle ne l'a pas fait. Elle a proposé 145 au lieu de 140. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit oui. Et souvent, dans ces cas-là, on se dit, ah, mais j'aurais dû demander Ah, bien plus. entendu, ouais. Moi, j'ai une autre anecdote comme ça avec mes enfants. Oh, il y a 2 ans, on était en train d'acheter un bien euh, avec elles. Enfin, elles ont acheté toutes les deux ensemble, mais on a négocié ensemble. Et je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'était positionné à 84 000 ou 84 000, je crois, de mémoire. Et on ne savait pas combien proposer. C'est toujours un peu l'inconnu. Alors, il faut tenter un peu sa chance. On s'était mis d'accord, on a dit on propose 70 000. Et puis elle m'a dit bon papa, tu peux rédiger le mail. Et puis ok, je rédige le mail. Et puis je dis allez, je tente le diable et je mis 68 000. Le gars il est revenu, il a dit ok. Alors j'ai une de mes filles qui a dit super et l'autre qui a dit merde. Alors pourquoi merde? Il a dit oui trop vite, on aurait pu avoir mieux. Mais, Voilà. donc, Ça revient de tes phrases qui dit ouais, vaut mieux, enfin, vaut mieux acheter avec sa tête, mais pas avec ses yeux. Un truc comme ça. ça c'est clair. Hein. Mais sa tête, mais même la tête, qu'est-ce qu'elle te dit hein. Ouais, ça dépend de la tête, quoi. Ça Et dépend. qu'est-ce que tu dis, ouais, j'aimerais bien l'avoir, j'en ai besoin, ça correspond à mes besoins, donc tu le fais avec ta tête, je peux payer, je veux être sûr de l'avoir. Tu vois, il te passe toutes les choses à travers la tête, plein Donc, d'idées. toi, ce qui veut dire que toi, tu n'as jamais regretté une affaire, ou tu as peut-être trop abusé, tu as trop stressé le vendeur, et tu n'as jamais regretté une affaire. Oh, si, il y a plein d'affaires que j'ai pas eues, bien sûr. Bien sûr, il y a plein de, ça m'est arrivé régulièrement. Je vais te dire, j'en ai un auquel je pense. Ah, j'étais mal à l'aise là-dessus, ça m'emmerdait parce que ça, c'est une technique de négociation. Vous pouvez le retenir, hein, tous ceux qui écoutent. Euh, C'était un appartement à Paris, il y a une quinzaine d'années de ça. Appartement à Paris, à la Porte de Versailles. Et il était pas mal. Je trouvais même qu'il n'était pas très cher. Ok, je vais voir le vendeur chez lui, rue Saint-Ger, dans le 16e arrondissement, je me rappelle encore. J'arrive, le mec, il était aveugle. Oh putain. Ça fait. Alors, ils étaient deux, il y avait la femme et lui, mais c'est chiant de négocier avec des gens comme ça parce qu'ils sont en position de faiblesse. Tu as toujours peur de les abuser. Alors, je crois de mémoire qu'il était à 540 000 et j'avais proposé 450 000. Et on m'a opposé un refus, mais on m'a dit non. Mais je me sentais tellement con avec le mec qui était aveugle que j'ai pas osé y retourner. Ouais, j'étais mal à l'aise, c'est con, hein. Non, mais ça Mais, peut arriver. oui, oui, c'est con. Mais bon, donc la négociation, c'est quelque chose de très émotionnel, c'est de la relation humaine, tout ça. Et donc oui, ça m'est arrivé et puis ça m'a fait chier. J'y pense encore. Je dis, j'aurais dû l'acheter cet appart. J'aurais dû l'acheter. Donc, J'aurais fait la culbute, j'aurais donc, multiplié par donc, 2 les doigts dans le nez. donc, en conclusion, il faut toujours en général aller en égo, comme une égo de vente classique, sans sentiment et aller dans le dur, quoi. Enfin, dans le dur. En C'est étant toujours, ça correct. dépend de qui t'es en face de toi. C'est, c'est, ouais. Le mieux, c'est de pas négocier soi-même, c'est d'envoyer quelqu'un d'autre qui sera moins chargé émotionnellement. Etc. Parce que même si j'ai une certaine habitude, je ne peux pas dire que je ne suis pas influencé quelquefois. Bon, c'est comme ça. Mais la première, je veux dire, Donc, la des règle fois, de base, la donc, des règle fois, de base pour négocier, la règle de base pour négocier, c'est il faut déjà demander.
Ouais, et c'est être la base. un peu quand même, comment dire, un peu audacieux. Il vaut mieux d'abord qu'on nous dise non pour pouvoir remonter plutôt qu'on nous dise oui trop vite. Comme on dit en égo, en général, la négociation commence quand on dit non. Donc il faut Oui, oui, débuter c'est par vrai. Oui, oui, tout à fait. Et donc toi, tu conseilles donc aux gens de passer par un chasseur? Si vraiment ils sont trop émotionnels, ils ont pas vraiment l'esprit à négocier, qu'ils passent par quelqu'un qui va... Les chasseurs, ils s'en foutent, les chasseurs. Le mec, tu vas lui dire, OK, moi je cherche tel bien, il va te le trouver. Au niveau de la négo, il ne va pas se casser la tête. Lui, son but, c'est d'encaisser la com. Donc, à partir du moment où il a trouvé ton bien, il est censé encaisser sa com. Non, mais comme tu Non, non, parlais de passer par quelqu'un d'autre, donc c'est plutôt alors un ami, quelqu'un qui... voilà, tu peux envoyer D'accord, ok. sans être. Et qui n'est pas attaché au bien, comme ça, lui, il ira Ouais. direct, on va dire. Mm. D'accord. Une technique que j'ai appliquée une fois, c'était vraiment de la pure improvisation et ça a bien marché. Un appartement, peut-être 3 ans de ça. L'agent immobilier voulait, je le connaissais bien, il voulait absolument me le vendre. Mais je lui ai dit, c'était une femme, je lui ai dit, écoute, on va faire un truc, c'est toi qui vas le négocier pour moi. Mais combien? Je lui ai dit, démerde-toi. Si tu veux que je te l'achète, tu as intérêt à me cracher le meilleur prix possible. Et bah, c'était bien débrouillé et j'avais eu le prix que je voulais, quoi. Euh, Mais bon, ça dépend aussi du niveau de confiance, de connivence que tu as avec l'agent immobilier. Voilà, ça peut. L'immobilier, c'est des relations. Enfin, la négociation, c'est des relations humaines. C'est la manière Confirme. dont tu vas gérer les choses humainement. Si tu lui dis, tu rentres, votre appartement, il est magnifique. Non, plutôt. Enfin, un appartement normal, on va dire, bon, votre appartement, il est pas terrible, mais je veux bien vous en donner. Allez, je sais pas, 20% de moins. Le mec, tu lui dis, bah, vous êtes en train d'habiter dans une merde, dans un taudis, mais je veux bien t'en débarrasser, quoi. C'est pas valorisant, quoi, pour le mec. Au mieux dire, votre appartement, il est super, j'adorerais l'acheter, mais j'ai pas assez, quoi. Ça marche beaucoup mieux. D'où l'importance de la négociation et d'avoir de l'empathie, sentir en fin de compte ce qui va passer. Ouais, ouais. Donc, il D'accord. faut découvrir le terrain de jeu. Tu arrives quelque part, tu connais pas le vendeur, tu le connaissais pas, il faut découvrir le terrain de jeu, quoi. D'accord. Question un peu à part, mais je pense qu'on doit te poser très souvent, parce que tu sais que les jeunes sont très pressés. On est plutôt dans la génération Instagram, Ouais. et qu'on me pose souvent moi. Comment acheter plusieurs appartements en un an? Il y a des règles à suivre. La première, il faut que ça s'autofinance. Alors, les trucs qu'on voit sur Internet, les embrouilles, ouais, tu fais 2 crédits en même temps, tu dis pas que tu as acheté un autre en même temps. Ça, c'est de l'embrouille, c'est de l'arnaque. On peut faire les choses très simplement et très correctement. Tu peux acheter 2 appartements, voire plus en un an. La règle de base, il faut que ça s'autofinance. C'est la règle. On reste quand même dans la limite des 33%, ou tu penses que souvent on peut Non, pousser et non, arriver à les 40%? 33%, les 33%, ils existent et ils ont été renforcés dernièrement, mais ce n'est pas une barrière infranchissable. Premièrement, c'est un usage commercial, et c'est des chiffres, c'est des statistiques qui sont utilisées par les banques, ça c'est une chose. Et deuxième chose, il n'y a aucune loi qui dicte cette règle. Aucune loi. Et je confirme parce que moi j'ai déjà été à 40% et parce que bah, le dossier était bien fait, bien monté et qu'en plus bah, je suis passé. Voilà, donc c'est possible. Après, ça dépend des Alors, salaires et ouais. alors, ça dépend combien on gagne, ça dépend du reste à vivre, ça dépend de plusieurs éléments. Mais la première chose, il est évident que la première fois que vous voulez acheter quelque chose, vous n'avez pas intérêt à dépasser les 33%. Le mec, il ne vous connaît pas, le banquier en face, il ne vous connaît pas. Moi, j'aurais tendance à dire, ne dépassez pas les 33%, mettez-vous même plutôt en dessous, mettez-vous à 25% de taux d'endettement. Alors, jouez sur la durée, hein, prenez la durée maximum, la plus longue possible, de manière à faire baisser la mensualité et donc votre taux d'endettement. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, il faut que vous gagniez de l'argent avec l'appartement. Si vous montrez au banquier que vous savez gagner de l'argent avec l'immobilier, avec votre appartement, il va vous prêter beaucoup plus facilement. Et là, il ira au-delà des 33%. Et c'est pas une règle qui est écrite dans le marbre. Ça va dépendre de la concurrence. Ça va dépendre aussi s'ils veulent relancer le bâtiment. Alors là, ils avaient freiné en début d'année, fin d'année donc 2020.
parce que le marché s'emballait, les prix montaient, donc les banques prêtaient, ce qui provoquait beaucoup d'endettement. Ils ont dit, hop, on va freiner ça. Maintenant, on va rentrer dans une crise économique, probablement suite au corona. Ils vont être un peu plus coulants, quoi, hein. Ils vont être obligés de lâcher un peu la bride. Ah, tu penses? Donc, Moi, je pensais que c'était le contraire. Je pensais qu'ils allaient faire comme en 2008 où ils ont été un peu. À un moment, on a eu un décalage et à partir de 2009-2010, c'était un peu plus chiant parce qu'ils savaient que la crise de 2008 était vraiment liée à oui, des mauvaises d'accord, dettes. mais ça dure quelques mois, Ah, un d'accord. an, et après ils relâchent. Après, ils relâchent. Les banques sont des entreprises commerciales, elles ont besoin de gagner de l'argent, donc à un moment, elles sont obligées de faire ce qu'il faut. Euh, Après, ça dépend du montant auquel on achète. Il est clair qu'une banque, elle va prendre beaucoup plus de risques sur un achat à 1 million que sur un achat à 200 000. Donc, il y a quand même le niveau de risque qui joue, etc., etc. Ouais, donc, il faudrait toujours faire un arbitrage et réfléchir, tenter de se mettre dans la tête du banquier et savoir ce qui l'intéresse parce que ouais, c'est des commerçants donc ils veulent faire du crédit mais ils veulent bien le faire entre Oui, parenthèses mais selon leurs règles. leur politique commerciale sera différente au mois de janvier, au mois de juin et au mois de décembre, en fonction de leurs objectifs, de ce qu'ils ont besoin de faire, de leur niveau de risque qu'ils ont pris, etc., etc. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Donc, oui, ça va, pour l'instant, peut-être. Bon, déjà, là, c'est le flou le plus complet, hein. On s'est endormi pendant 2 mois, hein, parce que là, au moment où on fait le podcast, on est à 3 jours de la sortie du confinement. Euh, donc la France est endormie pendant 2 mois. Les banques, elles ne savent pas sur quelle base repartir. Il faut que le monde reprenne sa route. Et après, les choses vont se régulariser. Elles vont se réguler et ça ira beaucoup mieux. Et toi, une personne qui a du cash actuellement, vaut mieux qu'elle attende que ça baisse un peu et utiliser son cash ou quand même toujours, parce que le crédit, je pense, va rester bas. On n'a pas le choix là actuellement. Ouais. Plutôt attendre pour faire du financement bancaire. Bon, si tu as du cash, il ne faut pas faire de financement, ça sert à Ouais. Parce que rien. j'avais déjà vu des vidéos. Moi, je finance plus rien. Je finance plus rien. Tu fais tout en cash? Moi, je paye tout cash. J'ai beaucoup de cash. Et surtout là, je viens de vendre des trucs. Tu as fait un peu de liquidité comme Warren Buffett. Tu vends pour Bah, faire un peu de cash? non, non, non. Je trouve que je suis en pleine séparation, divorce. On a vendu la maison principale. Voilà, j'ai vendu ma maison pratiquement 1,5 million. Donc, il n'y avait pas de crédit dessus. Donc, j'ai du cash, quoi. Donc, j'ai puis d'autres choses. Voilà, j'ai beaucoup de cash. J'envisage de racheter, mais je ne veux pas m'emmerder à faire un crédit, hein. Je suis un peu. Je répète la question, même si le taux est bas, tu t'en fous. Tu n'as pas envie de t'embêter avec un crédit. Il y a pas que il y a deux aspects. Il y a l'aspect financier, euh, il y a l'aspect financier d'une part, et il y a l'aspect purement psychologique d'autre part. Moi, j'ai pas envie de me casser la tête, me dire, OK, il faut que je paye chaque mois, machin et tout. J'ai le cash, j'en ai pas besoin, entre guillemets, hein. Donc, tous ceux qui nous écoutent, c'est pas la peine de m'envoyer votre RIB, je ne vous envoie pas d'argent. Mais j'ai pas de contraintes financières. Je paye, je me débarrasse de ça. Non, mais c'est plutôt le côté l'effet de levier du crédit. Surtout qu'il est pas cher. Après, bon, chaque situation est différente. Donc, toi, oui, tu as déjà un certain Ouais, âge et en plus, tu as du cash. Mais mais oui. j'ai pas envie de m'emmerder, j'ai pas envie de me casser la tête. Mais d'un point de vue purement financier, j'aurais intérêt à le faire. Mais c'est pas, je m'en fous, quoi. Je veux dire, ça va pas changer grand-chose à ma vie, d'avoir plus d'argent sur mon compte en banque et puis d'avoir une dette de l'autre côté. J'ai pas ce problème. En tout cas, j'ai pas besoin de ce genre de considération. Et Bah, puis, quand tu as du ça tombe cash, bien, tu payes ça moins. tombe bien que tu aies parlé de ça parce que souvent, c'est la question. Donc, tu avais ta raison principale. Souvent, on dit quand on débute, enfin, la raison principale, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu en penses, toi, actuellement? Est-ce que ça vaut le coup d'être propriétaire d'une raison principale ou plutôt faire que de l'investissement en locatif? Ça dépend de l'objectif de tout le monde. Ça dépend. La question qu'on se doit se poser, c'est est-ce que tu veux de la sécurité ou tu veux gagner de l'argent? Alors, la plupart des femmes vont te dire elles veulent de la sécurité. La plupart des mecs sont plus frimeurs. Ils vont dire je vais gagner de l'argent. Donc, ça va dépendre de chacun. Alors après, Mais on pourrait prendre un coup. certains vont te dire les deux. Et je veux la sécurité et ma sécurité, J'allais y c'est avoir aller, de l'argent. je veux dire, je vais prendre un couple.
Et donc, c'est celui qui va avoir raison dans le couple et qui va dire, Et souvent, c'est madame. c'est souvent madame sur ce genre de choses. Voilà, ça va s'arbitrer comme ça. Comme quoi, Mais il faut bien choisir sa femme, messieurs, pour ceux qui écoutent. Donc voilà, faire attention. c'est une autre histoire. Mais, euh, mais c'est pas. Après, il y a d'autres stratégies, hein. La sous-location que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas une mauvaise idée de dire OK, j'achète ma résidence principale, je fais de la sous-location, je génère des revenus pour essayer d'en vivre ou pour rembourser le plus rapidement possible ma résidence principale, le crédit de ma résidence principale. C'est une Ouais. stratégie qui fonctionne parfaitement. Ou faire du cash pour de l'apport pour un autre achat, ouais, tout à fait. Oula, ou par exemple, c'est aussi une possibilité, ouais, tout à fait. Comme actuellement, on est un peu dans une nouvelle génération qui aime bien voyager, est-ce que tu penses que c'est bien d'acheter à l'étranger? Parce que je t'ai vu que toi, je crois que tu as acheté un peu à Miami. Alors, je sais pas si c'est une vidéo qui était récente. Bon, je sais si- plus, j'ai acheté aux États-Unis, mais c'est un peu vieux maintenant, il y a 7 8 ans. Et Euh, donc, toi, tu conseilles quoi? Parce que j'en vois actuellement qui vont à Détroit, je crois. Parce que je sais que Détroit, c'est délabré là-bas. Après, c'est pas cher, mais. c'est pas cher, il y a beaucoup d'arnaques. Ah. Et j'ai aussi entendu, bah, juste avant toi, ouais, j'ai entendu des gens qui vont à Budapest aussi, en Europe. Certains. Ouais, l'Europe de l'Est, mais je connais pas, honnêtement, je connais pas. Ouais, Je l'ai souvent entendu, mais je connais pas. La problématique, c'est de pouvoir payer, hein, parce que c'est bien beau, même d'aller là-bas. Tu dis les jeunes, alors les jeunes, ils ont pas beaucoup d'argent, hein, généralement. Il ouais, faut mais là-bas, pouvoir c'est moins cher. emprunter. C'est moins cher. Oui, mais il faut pouvoir emprunter, même si c'est moins cher. C'est-à-dire qu'un bien qui coûte ici en France 300 000, tu le payes 100 000 là-bas. Euh, et si le gars il a 25 ans, il y a peu de chances qu'il ait 100 000 balles de disponibles, hein. C'est vrai. Après, c'est vrai, c'est une personne qui bosse bien, quoi, qui a les finances pour le faire. Oui, oui, je ne peux pas te dire le contraire, hein, mais tous les cas sont différents. Mais la majorité, tu démarres dans la vie, tu as, rarement 100 000 balles sur ton compte, hein. Ça dépend de tes parents, si t'ont filé de l'argent ou pas. Ça dépend pourquoi faire. C'est c'est toujours la même chose, hein. La première chose, c'est quel est ton objectif et quelle stratégie tu mets en place pour obtenir ton objectif, pour atteindre ton objectif. Et après, c'est la notion de risque. Jusqu'où tu es prêt à risquer? Parce qu'à partir du moment où tu investis aussi dans un pays que tu ne connais pas, tu as quand même le problème de la langue, comment dire, les coutumes du pays, tu ne les connais pas, tu peux te faire balader, etc. etc. Donc, c'est pas. Tu connais moins bien le marché aussi. Euh, je ne suis pas en train de casser le fait d'acheter ou pas à l'étranger. Moi, j'achetais aux États-Unis avant, aujourd'hui, j'achète à Dubaï. Euh, bon, mais je n'ai pas acheté comme ça. Enfin, Dubaï, j'ai acheté. Au début, j'ai fait des erreurs. J'ai appris de mes erreurs. Aujourd'hui, je ne fais plus les mêmes erreurs. Dans tous Euh, les cas, bon, ouais, t'as déjà un background et puis tu connaissais un petit peu peut-être Dubaï. Je crois que j'ai vu que tu faisais des allers-retours pendant un moment. Est-ce que tu t'es formé pour Dubaï ou t'as pas besoin, t'as bon, investi ça depuis va tellement beaucoup. longtemps que t'as pas. L'immobilier est le même, que ce soit en France, aux États-Unis, le principe est le même. L'immobilier, c'est une boîte. C'est un peu réducteur quand je dis boîte, mais c'est une boîte qui permet de te mettre à l'abri, hein, où tu peux dormir tranquille, etc. C'est la sécurité. Bon, ça fonctionne quel que soit le pays parce que c'est des êtres humains qu'on met dedans. Donc on a tous les mêmes besoins physiologiques. Après, c'est le marché qui est différent. Il y a beaucoup d'offres sur le marché là-bas. Il ne faut pas acheter n'importe où. Euh, c'est un peu le Far West. Bon, c'est en train d'être régulé de plus en plus. Il ne faut pas se faire baiser sur certains trucs. Il faut faire attention, etc., etc. D'accord. Bon, c'est. Donc toi, t'as un peu un cas parce que chaque fois qu'on part, c'est vrai que t'es quand même, bah, t'as de l'expérience. Donc oui, si c'est un petit jeune, il faut quand même se former. Donc oui, il vaut mieux quand même se former un petit peu déjà pour avoir la base, même si ça paraît toujours simple l'immobilier, mais il y en a qui n'ont aucune notion. Donc pourquoi pas se Ah former? ben, oui, mais le problème de l'immobilier, c'est que tout le monde sait acheter de l'immobilier. Tout le monde sait qu'il doit chercher une petite annonce d'un bien qui l'intéresse, d'aller visiter, d'aller voir la banque pour avoir un financement, de passer chez le notaire, on te donne les clés, mais ça garantira jamais que tu gagneras de l'argent. Donc, tout le monde sait parce que tout le monde habite quelque part. Mais gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi il y a des professionnels? Pourquoi il y a des marchands de biens? Pourquoi il y a des gens qui gagnent de l'argent avec l'immobilier? Pourquoi il y en a qui ne gagnent pas avec l'immobilier? Et ça, on t'en connaît, j'en connais et tout le monde en connaît. Mm. Il n'y a pas 50 raisons.
ceux qui réussissent, et quel que soit le domaine, on est sur l'immobilier, donc restons sur l'immobilier, c'est parce qu'ils en savent plus sur l'immobilier. C'est tout. Ceux qui gagnent en bourse, c'est parce qu'ils en savent beaucoup plus sur la bourse. Ça ne va pas plus loin que ça. On en revient toujours au savoir et surtout à être persistant parce que souvent, voilà, les gens font un achat puis ils abandonnent, ils disent ah, c'est de l'arnaque. Et en général, bah, même si on a un échec, il faut continuer et continuer à apprendre parce qu'on apprend toujours. Oui, enfin, le problème, c'est que l'immobilier, ça coûte cher de payer C'est vrai. pour apprendre. Hein. Faut avoir les Ah, moi, j'ai perdu plus dans une boîte, donc voilà, on peut aussi perdre beaucoup sur une boîte. Donc après, ça dépend des montants. Ouais, si on fait un investissement à 1 million, ouais, mais si on en fait à 30 40 000, il faut savoir se rattraper. Ou sinon, faire comme en bourse, ne pas vendre, enfin, trouver le moyen de modifier son investissement. Parce qu'il y a plusieurs techniques, comme tu le disais Oui, avant, en courte oui, durée. oui. Et essayer de sortir, si possible, avec son caleçon, ou un peu plus, si possible, Ouais, ouais. pour Bon, recommencer. c'est pas toujours facile. C'est plus facile de le dire que Et de le faire. de le faire. Mm. Euh, mais j'avais vu une étude aux États-Unis sur les foyers de l'Américain moyen. Ils dépensaient par mois 800 $ pour se nourrir et ils ne dépensaient que 8 $ par mois pour s'éduquer. Pourtant, c'est pas ce qui manque là-bas, hein. Les formateurs, Oui, oui, non, mais après, ce sont des chiffres et donc ils sont quand même très révélateurs. Ça veut dire que 8 $ en moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mec qui était capable de mettre 3 fois plus, 24 $, ce qui n'est pas une fortune non plus, euh, il était capable d'en savoir 3 fois plus et d'être éventuellement 3 fois plus performant. tout à fait. C'est quand même incroyable. Euh, mais le phénomène est strictement identique en France. Hein. Moi, c'est partout pareil, hein. Et c'est pour ça que c'est un marché qui est énorme de la formation, parce qu'il y a beaucoup à faire. Et que comme c'est pas les choses que tu apprends à l'école, donc il faut automatiquement, ben, à un Ouais, moment se ouais, dire, il il faut aller chercher l'information. y a beaucoup de rigolos, hein, on raconte beaucoup de conneries. Hein. Je veux dire, comme moi, je vois les trucs qu'il y a sur l'immobilier, je suis effaré, quoi. Je suis effaré. C'est le nombre de conneries qui peut exister. Hein. Tu parles dans Et, les formations, ça? oui, oui, des erreurs, des, des- ouais, des erreurs énormes, quoi. Sur les formations où les mecs racontent n'importe quoi. De quel type? C'est qu'est-ce que tu vois qu'il faut peut-être éviter pour avertir les Bah, personnes qui recherchent? c'est pas difficile, déjà. Quand tu as un mec qui a 25 ans, 30 ans, qui te dit, voilà, j'ai un patrimoine d'1 million d'immobilier, euh, à 25-30 ans, alors, patrimoine d'1 million, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta valeur nette est d'1 million. Ça veut dire qu'une fois que tu as déduit les crédits, il doit te rester 1 million. Non, non, oui, ça, c'est vrai qu'il ne le précise pas, parce que même moi qui suis dans un domaine plutôt large, souvent je faisais la remarque à certaines personnes qui parlent de chiffre d'affaires et pas de profit. Donc c'est vrai que là, c'est un peu la même chose. Les gens parlent Ça, ils c'est parlent de encore ce qu'ils autre ont chose. emprunté et ils parlent pas de ce qu'ils ont en Ouais. net. C'est vrai. Et, bah, donc, quand tu as un mec qui a 25 ans, qui te propose une formation, il dit j'ai acheté pour 1 million d'immobilier, alors il l'a acheté peut-être, mais il dit mon patrimoine est d'1 million, c'est du pipeau, c'est de la flûte. Oh, C'est-à-dire ça peut arriver, j'en connais. Si mais il faut pas, t'es pas salarié. Tu as été entrepreneur, tu as créé des boîtes, et oui, mais tu l'as pas fait qu'à en tant que 25 salarié. ans, il y en a très très peu. Hein. Il y en a très peu, je te confirme. Mais il y en a Plus ils quand même. sont jeunes, plus c'est difficile. Hein. Enfin, moins c'est probable. Euh, Ah, pourquoi il y a plus de vieux qui roulent en BMW ou en Aston Martin ou en Ferrari? C'est parce que les mecs, pour ils ont attraper des belles, fait pour pendant leur... attraper des belles filles. Pour attraper des belles filles, c'est tout. Oui, non, non, mais C'est ça. pourquoi? Pourquoi ils ont pu se les payer? C'est parce qu'ils ont accumulé dans leur vie aussi. C'est vrai. C'est plus facile d'accumuler, ouais. Donc, Et tu, et tu penses pas qu'on est dans un monde un peu différent? Maintenant, il est plus facile, quand on fait bien les choses, de s'enrichir jeune par rapport à avant où il fallait. Parce que moi, moi, je suis entre les deux. Donc, moi, j'ai commencé à créer des agences immobilières dans le dur. Donc, j'ai dû payer des pas de port, droit au bail. Maintenant, quand je crée des business, c'est super simple. Ça n'a rien à voir. ouais, Si on est en ligne, hein, si on est en ligne. Après, hors ligne, ça reste toujours compliqué parce qu'il faut toujours un fonds de commerce, il faut toujours oui, un oui, local. Voilà. oui, mais en ligne, c'est la problématique. On revient toujours à ce que je disais, c'est-à-dire que les gens aussi. Moi, ce que je reproche à beaucoup de gens qui essayent de vendre des trucs sur Internet, c'est que, je vais être méchant hein, dans ce que je vais dire, mais ils, ils sont prêts à vendre père et mère pour essayer de capter le moindre euro. Ça fait vraiment, ils sont prêts, et ça se traduit comment? Ils sont prêts à raconter n'importe quoi.
Ouais, donc c'est plutôt aux gens d'être vigilants, de faire attention et d'aller creuser un peu derrière, quoi. À raconter n'importe quoi. Alors oui, ils vont gagner un peu. Alors, c'est vrai qu'un mec qui gagnait 2000 balles par mois, il arrive à développer une activité sur Internet où il en gagne 4000, il est le roi du monde. Il se croit vachement riche, hein, parce qu'il arrive à bosser 2 fois moins et à gagner 2 fois plus. Bon, c'est bien, mais avec comment il le fait, avec quelle éthique, est-ce qu'il raconte, est-ce que c'est valable, est-ce que ça tient la route, c'est reproductible, etc., etc. C'est, je suis assez critique, hein, même si je fais partie de ce monde, euh, je suis quand même assez critique sur ce que je vois, quoi. C'est dubitatif, hein, quand Bon, même. ben, c'est aux gens d'aller voir et de juger, de voir ce qu'ils ont Oui, comme formation. Je vais encore te donner poser une question et t'embêter avec une question un peu chiante, parce que moi, enfin, comme beaucoup, j'ai un peu fait l'erreur. Pourtant, je viens de l'immobilier. Qu'est-ce que tu penses de la défisque? bah, c'est de l'arnaque. Dans quel sens? Bah, alors, les choses sont en train de se réguler, je reviendrai là-dessus, mais jusqu'à aujourd'hui et encore aujourd'hui, tu as beaucoup de petits promoteurs euh, qui construisent, qui te vendent le truc 30% plus cher parce que on peut obtenir de la défiscalisation. Et donc, si tu veux, ils disent, bon, bah, tu vas récupérer, je ne sais rien, je dis n'importe quoi, 50 000 euros d'impôts. Bon, moi, je vais te facturer, je vais prendre ma part, je vais prendre, je sais pas, 30 000, je te facture de 30 000 plus cher. Comme ça, moi, je capte, et puis toi, tu rembourseras après. Et en plus, comme la défiscalisation, elle est sur le montant payé, maximisé à, je sais plus, c'est 25%, je crois, je sais même plus. Enfin, ça dépend pour quel type de programme. Bah, les mecs, plus ils facturent cher, plus l'autre en face, il peut défiscaliser, mais plus le promoteur facture cher, plus il peut encaisser. Alors, c'est en train de changer. Il y a eu quand même quelques procès aussi retentissants là-dessus. Et c'est en train de changer quand même, parce que maintenant, les promoteurs officiels, institutionnels, du type Bouygues, Vinci, Nexity, enfin tout ça, ils te vendent des programmes de défisc, mais ils te le vendent au même prix que si tu achètes en résidentiel. Même ils te le vendent moins cher, puisqu'ils te facturent de la TVA à 5,5 au lieu de facturer de la TVA à 20. Donc ça fait baisser le prix. Et là, tu n'as pas l'impression de te faire entuber. Mais le nombre de personnes qui se sont fait entuber, purée. Ouais, bah en fait, ça a été régulé en partie, parce que moi, à l'époque, j'étais pas de la partie, parce que j'étais dans l'ancien, mais j'étais collé à Nexity, parce que j'étais franchisé d'un réseau. Mm. Et il est vrai qu'il y avait un problème, c'est qu'il y avait il y avait ce qu'on appelle la zone C, qu'ils ont annulé. Mais bon, Ouais. même la zone B1 et B2 n'était pas terrible. Donc voilà, c'est vraiment investir dans des zones quand même où il y a, où il y a du locatif, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Ouais. Et bon, là, la mode, l'année dernière et même avant, c'était Bordeaux. Bon, ça continue encore un peu, mais voilà, il faut. Et surtout, voilà, comme ils construisent beaucoup, ben, ça crée de la concurrence. Et même pour ça qu'en général, on conseille même quand on fait de l'ancien de ne pas aller là-bas, parce qu'en général, ils sont en train de tuer un marché, donc il vaut mieux aller ailleurs. Ils Mm. sont en train de te monter les prix, et en fait, ils pensent qu'à eux. C'est juste vendre, et puis après, c'est fini, eux, ils se sauvent. Donc voilà. Ouais. Parenthèse. Donc, si tu ceux qui écoutaient, hein, voilà, la défisque, éviter, comme je dis, c'est plutôt un produit de feignant. Ça peut servir pour les cadres qui n'ont pas le temps de réfléchir à l'investissement, qui n'ont pas envie de se mettre la main dans le cambouis, faire les travaux. Donc, c'est plutôt pour les cadres feignants. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, ce Ouais. produit-là. Mais sinon, voilà, vaut mieux éviter. Voilà, on devient pas riche avec ça. On crée du patrimoine, mais il faut attendre 30 ans. Donc, pas de sens. Donc, voilà. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu pourrais donner avant que je te pose les 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs? Le conseil, si de croire en eux. Les gens, faut qu'ils croient en eux. Je pense que d'une manière générale, ils ne croient pas beaucoup en eux. Euh, Se bouger le cul parce que j'ai trouvé un peu fainéant. Et puis, c'est plus facile de dire, oh bah non, moi, c'est pas pour moi. Oui, toi, c'est bien, mais pas pour moi. Et donc, après, de pleurer, donc se bouger le cul, de croire en eux, de s'éduquer. Alors, bien sûr, moi, je vends des formations, je vends mon savoir. Mais c'est une réalité, faut s'éduquer. Je veux dire, moi, j'ai appris à la dure, parce que quand j'étais marchand de biens, je veux dire, j'avais personne pour m'apprendre, hein. J'ai appris au contact d'autres marchands de biens, ah, tu peux faire ci, tu peux faire ça, etc., etc. Il n'y avait pas de formation, profitez-en, choisissez-les avec sagesse, hein. Encore une fois, il y a des mecs qui vous disent j'ai acheté pour 1 million, 2 millions, combien tu as en face, quoi, combien tu as de crédit en face. Moi, je peux dire une chose, c'est là,
à la fin du mois, je n'aurai plus un seul crédit. Moi. À la fin du mois, je n'aurai plus un seul crédit. Donc, fin mai 2020. Euh, euh, voilà, il faut croire en soi, avancer, mais s'éduquer et pas faire n'importe quoi. Souvent, pour aller dans ton sens, souvent quand on, parce que ça dépend des personnes, hein. Moi, il y a certains domaines quand j'écris, j'ai pas besoin de formation parce que je me sentais à l'aise, donc c'est souvent un problème de confiance. Mais quand on a un doute, voilà, le doute, pour éviter le doute et passer au-dessus du doute, c'est de se former. Plus on connaît, mieux on sait, mieux on avance. Voilà, on n'a pas à se poser des questions, à douter. J'écoutais, je sais pas, je crois que c'était Bob Proctor sur un podcast anglo-saxon qui parlait de ça. Il disait voilà, le cerveau, il est simple, hein. Si tu te formes et que tu apprends des choses, bah, tu vas être plus rassuré, donc tu vas y aller naturellement. Et si tu ne sais pas, bah, tu vas jamais faire l'action d'aller parce que tu auras peur. Donc voilà, pour éviter d'avoir trop peur, se former, aussi après aller prendre des risques, hein, aller voir des agents, même si on ne fait rien, hein, aller voir des agents, prendre l'habitude de discuter, parce que les gens ont peur des fois des agents ou des banquiers. C'est que des humains comme nous, donc voilà, il faut y aller. Et puis après, quand on a fait une opération, on peut en faire deux, trois, et puis après c'est parti, on ne s'arrête plus jamais. Donc ben, merci pour toutes ces bonnes infos, Olivier. Donc 5 questions. Quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Est-ce qu'il y a un business dont tu rêves que tu n'as jamais fait? Non, pas spécialement. Tu es plutôt content actuellement de ce que tu fais, de ton Ouais, business? je suis content. Moi, j'aide les gens. Ok, je vends mon savoir, mais j'aide les gens. Il y en a tellement que j'ai été à progresser, qui ont changé leur vie. Ça fait du bien à l'ego, c'est agréable. Donc, non, non, moi, je suis très content. J'ai pas de désir particulier là-dessus. D'accord. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Oh, il y en a plusieurs. Mais je dirais que ça se matérialise d'une façon assez simple, c'est de dire, OK, j'ai raison. Ou j'avais raison, j'ai eu raison de faire les choses. Euh, je vais prendre un exemple. Avant de faire ce business-là, j'étais dans l'informatique. Je faisais de la distribution informatique dans les années 90. Et puis, il y avait les réseaux de distribution étaient organisés. Il y avait un importateur qui vendait à un revendeur qui lui vendait au client final. Et moi, je disais, bon, pourquoi passer par l'importateur? Autant acheter directement à la source et vendre directement au client final en faisant sauter toutes les paliers de marge. Et, euh, et puis, tellement de gens qui ont essayé de me dire, mais ça marche pas comme ça, tu vas te planter, machin et tout. Et je l'ai fait et j'étais persuadé que ça marcherait. Je l'ai fait. Eux, ils ont déposé le bilan et moi, je me suis enrichi. Donc, d'avoir cette satisfaction intellectuelle de dire, OK, euh, j'avais raison et ça s'est matérialisé, d'avoir cette satisfaction, pour moi, c'est vachement agréable. Je l'ai eu, ça m'est arrivé plusieurs fois. D'accord. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur quoi? Levier, Oh, le savoir. le savoir. Ah, Ouais. Mais qu'est-ce que tu entends exactement par levier? Non, c'est ça. Parce que souvent, tout le monde me pose la question. Alors, je crois que je vais changer la question. Parce que ben, levier, c'est ce que tu as dit, hein, le savoir. Ça peut être la formation, le savoir. Des fois, on me dit l'action ou avoir un peu pourquoi. Voilà. Mais bon, le savoir, tu l'as répété. Je pense que c'est un truc important. C'est pas pour rien que tu fais de la formation aussi. C'est donc, oui, donc de bien se former, donc de connaître ce que l'on fait. Ouais, ouais, c'est évident. C'est tellement de gens qui pensent qu'ils savent tout, ou ils sont influencés par d'autres qui pensent tout savoir. C'est eux qui perdent. Hein. Et c'est toujours pareil. Hein. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Mm. Et malheureusement, quand tu le sauras, des fois, tu auras perdu d'argent, tu seras. Ouais, et Ouais, dans l'immobilier, tu payes pour voir. c'est vrai, Tu payes pour apprendre. tout à fait. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Ça dépend ce qu'ils cherchent. Hein. Ça dépend ce qu'on cherche. Il y en a pas mal, mais ça dépend si c'est de la gestion d'entreprise, si c'est du mindset, si c'est. Il n'y en a euh, pas un qui est global, quand tu le relis ou quand tu l'as lu, tu dis, ouais, ça c'est vraiment un truc qui va motiver les gens. Bon, toi, tu es peut-être un peu à part, mais certains, des fois, sont plutôt bougés par un livre, ils disent, voilà, c'est bon, je me lance, j'arrête de procrastiner, c'est le livre pour moi, quoi. ouais, non, j'en ai pas un en particulier.
C'est un tout, tu lis un truc, tu vas choper, tu as une page qui va déclencher quelque chose chez toi. Dans un autre bouquin, il y a une autre page qui va déclencher quelque chose. Euh, Donc, c'est quoi ton livre préféré à part le tien? Alors, même si c'est hors business, hein, des fois, on cite du hors business. Hein. euh, je crois que j'en ai pas particulièrement. C'est, je cherche. Je sais qu'il y a des choses qui m'ont un peu allumé la tête, mais tu vois, à la limite, pas suffisamment pour que je m'en rappelle. Bon, au moins dans ton livre, t'en cites deux, je crois. Je suis en train de lire. Je crois que c'est L'homme le plus riche de Babylone, je crois, que tu dis à la fin, et Père riche, Père Oui, pauvre. c'est des références. Mais c'est pas. J'ai trouvé ça gentil. Ouais, il y en a un qui est marrant, peut-être, qui résume certaines choses, c'est qui m'a piqué mon fromage. Ah, oh, il est facile à lire, oui, tout à fait. Qui m'a piqué mon Ah, je veux fromage? dire, s'il y a quelqu'un qui me dit j'ai pas le temps de lire, alors lui, j'aime pas lire. Je veux dire, comme tu Bah, l'as dit, hein, il est facile à lire. Hein. moi, c'est ce que je donnais à mes commerciaux parce que bah, souvent, c'est plutôt aussi bien pour les commerciaux pour on va dire qu'il faut se bouger les fesses par rapport aux quatre différentes souris, on va dire au rat, je sais même plus, parce que je l'ai lu en Ouais, anglais. Et puis, ouais, c'est vrai qu'il est vraiment intéressant parce que ça résume bien bah, ce que tu as dit, en fait, comme dans le podcast, hein, il y a qui se bougent pas le cul et qui ont des habitudes et il faut toujours se réinventer et aller chercher ailleurs les bonnes opportunités. Donc, ouais. il est vraiment très bien. Il est facile à lire et très bien. Donc, oui, je mettrai le Oh, lien. ouais, c'est pas long, hein, en une heure, c'est terminé. Hein, ouais. Parfait, je le prends. Et donc, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Oh, parler plusieurs langues. Parler plusieurs langues. Ok, tu parles combien de Je langues parle actuellement? anglais, mais moi, j'ai toujours été un peu fasciné par les gens qui parlaient plusieurs langues. D'accord, donc tu parles anglais et français, c'est ça? Oui, Et t'es en Suisse, t'es toujours en Suisse, non? non, c'est terminé Ah, d'accord, je croyais. depuis quelques T'as mois. t'as Ouais. pas appris le suisse ou l'allemand là-bas? Non, non, j'étais en Suisse romande, en Suisse française, en Suisse francophone. Donc, j'avais pas ce besoin. J'avais pas ce besoin. Non, non, mais je suis parti de Suisse depuis quelques mois. Ok, bon, mais parfait. Mais Olivier, grand merci. Donc j'espère que tu as motivé tout le monde à se lancer cette année ou même l'année prochaine, on verra. Hein. Donc bah, sinon, je te dis à la prochaine fois. Ok, merci à toi. Ciao. Ciao. C'est fini donc pour cet échange avec Olivier Seban. Donc merci à lui donc, de nous avoir donc, donné tous ces bons conseils. Si tu n'as pas encore lu le livre, n'hésite pas à aller prendre le livre chez n'importe quel bon libraire ou sur Amazon ou sur n'importe quelle plateforme. Donc tout le monde mérite d'être riche. Il y a un très bon livre complet hein, qui parle de généralité. Puis donc on va dire, quand on le lit, on comprend que c'est plutôt assez simple. Donc l'immobilier, de finance, de bourse, d'entrepreneuriat aussi. Donc si tu es débutant, si tu tu prends quand même, hein, il y a toujours des bons conseils. Surtout qu'il a été réédité, donc moi je ne l'ai pas relu en réédition, donc je ne sais pas ce qu'il a rajouté. Mais déjà la version que j'avais était très bien, et donc voilà. Donc si tu veux aussi donc, le suivre, donc tu vas sur YouTube, je te mets le lien dans le show note. Tu peux donc aller aussi donc, sur le site Tout le monde mérite d'être riche et aussi donc sur olivierseban.com, j'ai pas le lien sous les yeux, donc ça va être ça. Mais tu tapes juste Olivier Seban, tu vas tomber directement sur lui, c'est pas un problème. Donc merci à toi, n'hésite pas à commenter et partager, à supporter le podcast donc en mettant un petit pouce si tu es sur YouTube, en mettant un commentaire, en t'inscrivant sur les différentes plateformes. Et bien sûr, n'hésite pas à m'envoyer des mails si tu veux donc qu'on invite une personne de spécifique, tu veux un sujet précis, des questions. Le podcast est là pour toi, donc c'est vraiment pour te donner de la valeur et pour que tu puisses donc t'en sortir dans cette période un peu difficile de crise. Si bien sûr tu galères, si tu galères pas, bien pour toi, c'est très bien. Mais bon, voilà. Je pense qu'on a tous besoin en fin de compte de conseils, mais à un moment après, il ne faut pas juste écouter les conseils, il faut aussi donc les appliquer. Et même ce que j'ai même eu comme conseil dernièrement, j'écoute un podcast anglo-saxon, je raconte ma vie, qui indiquait, parce que moi j'en écoute beaucoup aussi, c'est qu'il faut en général aussi, en plus d'écouter les podcasts, quand tu peux, c'est de te poser et d'écrire, de prendre les conseils. Le fait d'écrire, bien sûr, si tu le sais, donc ça va permettre donc de mieux connaître et de relire ce que tu écris. C'est vrai que souvent quand on écoute les podcasts, c'est pendant les transports, pendant qu'on fait le ménage ou autre chose, ou une course. Mais quand on peut se poser, prendre son petit stylo, son papier et écrire des notes, ça permet donc de mieux faire ce que tu entends et de le répéter, de le relire s'il le faut et de réécouter un podcast, c'est pas un problème. Moi ça m'est déjà arrivé, j'ai commencé à plus le faire parce que la personne qui le fait est un expert du cerveau, donc j'ai bien aimé cet épisode. Je mettrai même un lien dans le podcast pour ceux qui parlent anglais.
C'était vraiment un épisode spécial. Donc c'était Lewis Howe et Jim Jenkins, si je ne me trompe pas, un expert du cerveau. Donc voilà. Donc je te dis au prochain épisode avec un expert fiscaliste. On va parler donc de fiscalité immobilière pour savoir s'il faut créer une SCI, une SA. Voilà, selon ta structure, savoir s'il faut investir en nom propre. Donc tu vas avoir plein d'infos fiscales. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.